Bonjour. Bienvenue donc pour ce cours qui va être le dernier de la série de cette année. Après le cours, il y a un séminaire. Le séminaire sera donné par Philippe Marc, qui vient du laboratoire PMMH de l'ESPCI et qui nous parlera de l'application de méthodes d'inférence appliquées à la mécanique des tissus. Donc, je vais repartir de ce que j'ai fait la dernière fois. Ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que je suis parti de ce modèle de vertex à 2 dimensions. Et puis, j'ai étudié la déformation d'une cellule. Alors, ce n'est pas d'une cellule, j'avais remplacé les cellules par des triangles. Et j'ai étudié la déformation d'un triangle. Maintenant, ce que je veux faire, c'est passer de la déformation d'un triangle à la déformation macroscopique du tissu. C'est-à-dire, quand je déforme les cellules localement, comment est-ce que se déforme le tissu. Évidemment, quand je fais ça, je veux prendre en compte ce que j'ai appelé les processus topologiques. Je veux prendre en compte le fait que les cellules se divisent. Je veux prendre en compte le fait que les cellules meurent ou sont extrudées de la couche épithéliale que je regarde. Et puis, je vais aussi prendre en compte ces processus d'échange de voisins de cellules que j'avais appelés les processus T1. Alors, j'ai 2 choses à rajouter sur le cours de la dernière fois. Alors, d'abord, c'est la remarque de Thomas Rissler. Il a de façon évidente raison. Je n'ai pas écrit correctement la matrice de rotation, donc je vais vous écrire correctement la matrice de rotation. À 2 dimensions, si vous voulez, avec les conventions habituelles, on tourne dans le sens trigonométrique. La matrice de rotation, c'est cosinus θ, sinus θ, alors, je ne l'ai pas écrite correctement au tableau parce que j'ai eu un moment d'inattention, mais c'est celle-là que j'ai utilisée quand j'ai fait les calculs, j'ai vérifié. La deuxième chose, donc, ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai calculé le taux de déformation d'une cellule. Donc, je vous ai défini un tenseur que j'avais appelé VIJ. Alors, VIJ, je l'avais décomposé à 3 composantes. Il y en a un qui est la trace, qui est le taux de dilatation isotrope. Donc, ça, c'est V kk facteur de delta IJ sur 2, où delta IJ est le symbole de Kronecker, c'est 1 si I égale J et 0 si I est différent de J. Ensuite, il y a quelque chose qui est symétrique et sans trace. Ça, ce que je vais appeler V tilde IJ. Ça, c'est le taux de cisaillement pur associé à ce taux de déformation. Et puis après, il y a un terme qui est antisymétrique, et ça, c'est associé à une rotation moins psi, epsilon IJ, où epsilon IJ est le tenseur totalement antisymétrique. Alors, ce n'est pas psi qu'il faut que je mette, je vais mettre, c'est la dérivée de psi. Et la dérivée de psi, c'est le taux de rotation que j'appelle oméga. Alors, avec oméga, dans la direction perpendiculaire au plan, je peux définir un vecteur, et ce vecteur, c'est le rotationnel de la vitesse, un facteur 2 près. Donc, oméga, c'est 1/2 du rotationnel de la vitesse. Vkk, c'est associé au changement d'air de chacun des triangles. Et ce que je vous ai montré, c'est que la trace du tenseur Vkk, c'est la dérivée du logarithme de l'aire du triangle par rapport au temps. Je ne l'avais pas écrit comme ça la semaine dernière, je l'avais écrit dA sur dt. Et puis, je vous avais introduit ce tenseur qui décrit l'élongation d'une cellule que j'avais appelée Q. Alors, j'essaye d'être systématique. Quand je mets un tilde sur un tenseur, c'est que sa trace est nulle. Et ici, la trace est nulle parce que j'ai enlevé la trace. Donc, la trace ne doit pas être nulle. Vkk, on a envie de dire que c'est le taux de déformation par cisaillement pur. Donc, c'est une dérivée par rapport au temps de ce tenseur QIJ. C'est une dérivée corotationnelle, parce qu'il y a des termes de rotation qui sont associés au oméga qui est là. Donc j'avais écrit que V tilde IJ, c'est dQIJ sur dt, où cette dérivée corotationnelle n'est pas la dérivée corotationnelle usuelle. Alors je vais vous la réécrire parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. C'est la dérivée d sur dt de QIJ. Ça, c'est le terme qui contient à la fois la dérivée partielle par rapport au temps et puis le terme associé à la convection, au transport par la vitesse. Et puis, il y a un terme qui est associé à la rotation. Alors, c'est moins 2C, moins 2
C oméga plus 1 moins C d phi sur dt, facteur de epsilon ik q tilde kj. Alors vérifiez, dans mes notes, il traînait un oméga supplémentaire que j'ai laissé traîner par inadvertance ici. Il faut le supprimer. Je ne sais pas ce que j'ai écrit la semaine dernière. Donc voilà ce qui se passe au niveau d'une cellule. Et je vous ai montré comment on calcule tous ces tenseurs. Si je me donne le déplacement de chacun des vertex de la cellule, je sais explicitement calculer tous ces tenseurs suivant la procédure que je vous ai montrée la semaine dernière. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est passer de la déformation d'une cellule ou de la déformation d'un triangle à la déformation macroscopique du tissu. Alors, je vais vous définir un taux de déformation macroscopique du tissu. Je vais commencer par le définir d'une façon qui peut peut-être vous paraître pas très traditionnelle, puis je vais vous montrer immédiatement que c'est la même chose. Il s'avère que dans la suite, j'aurai besoin de cette façon pas traditionnelle. Alors, ce qu'on fait en hydrodynamique, c'est qu'on se définit un petit volume. Ici, je travaille à 2 dimensions, donc je vais me définir une petite surface dans laquelle il y a des cellules. Alors cette petite surface, il faut qu'elle soit suffisamment grande pour avoir un nombre de cellules important, et il faut qu'elle soit suffisamment petite pour que, à travers cette surface, les propriétés du tissu ne changent pas beaucoup. Donc c'est un petit à une échelle intermédiaire, plus grande que la cellule, mais beaucoup plus petite que le tissu. Donc voilà ma région. Elle a une taille dA. Puis il y a un bord ici que je vais appeler le bord dA. Et puis en chaque point, autour du bord, il y a une déformation, ça veut dire qu'il y a un déplacement, un vecteur h de R, qui est la quantité dont a été déplacé le point du bord de cet agrégat de cellules. Et puis en chaque point, je vais aussi définir le vecteur normal. Donc ça, c'est un vecteur normal unitaire, perpendiculaire à la tangente au bord dA. Et la façon dont je définis la déformation macroscopique, alors tout ce qui est au niveau du triangle de la cellule, j'ai noté avec des lettres minuscules. Tout ce qui est au niveau du tissu qui est macroscopique, je vais le noter avec des lettres majuscules. Donc j'ai un tenseur grand UIJ, et je vais le définir comme 1 sur, je l'ai appelé A et pas dA, 1 sur A, somme dL, donc je somme sur tout le contour de ma région, sur le bord. Puis je vais mettre H, J de R, j'ai mis HI dans mes notes, HI de R fois NJ de R. Donc je définis la déformation de cette région-là uniquement par la déformation de la frontière extérieure du tissu. Alors la première chose, c'est que ça, c'est bien ce à quoi vous vous attendez tous. Ce que je prétends, c'est que UIJ, c'est 1 sur A, somme sur l'air A, de l'élément de surface, fois DJ fois HI. Alors comment est-ce que vous pouvez voir ça? Il faut appliquer le théorème de Gauss, en gros. La façon que moi j'ai de le voir, c'est qu'il y a une formule que tous les physiciens connaissent, qui est celle de la pression dans un fluide. Vous savez que la pression, donc si j'intègre la pression fois la normale fois dl, ou à 2 dimensions, dl c'est la surface, ça c'est égal à l'intégrale sur le volume de gradient P fois ds. Après, ça c'est la formule qu'on utilise dans tous les cours de mécanique des fluides. Après, vous remplacez P par HI,
et puis vous projetez sur la composante G et vous retrouvez la formule. Sinon, vous appliquez le théorème de Gauss et puis vous bidouillez le théorème de Gauss et vous montrerez la formule générale. Ça prend à peu près une ligne, mais j'aime bien relier ça à des propriétés physiques. Cette formule-là, elle est assez transparente. Hein. Ça, localement, c'est la petite déformation du triangle qui est là. Donc ça, c'est UIJ. Ça veut dire que je moyenne UIJ en pondérant par l'aire locale. Ce que je veux faire maintenant, c'est revenir à mon modèle de vertex et discrétiser ces deux formules-là. Alors, je vais commencer par discrétiser celle-là. Donc, évidemment, si je fais un zoom à cet endroit-là, ce que je vois, c'est les bords des cellules qui sont le long de la frontière de cette région. Donc, je vais voir. Je vais le dessiner plus ou moins parallèle. Hein. Ça, c'est le bord d'une cellule, ça, c'est le bord de la cellule voisine. Et donc, mon intégrale sur le contour, ça va être la somme sur tous les morceaux de bord que j'ai, avec la propriété que ça, c'est vraiment une ligne brisée, parce que j'ai supposé que les arêtes des cellules étaient des droites. Donc, je vais sommer sur toutes ces arêtes K. Alors, j'ai une somme sur tous les K. Après, j'ai une intégrale sur l'arête K, et puis de la même chose, dl, hi de R, et mj de R. La première chose, c'est si je suppose que c'est des morceaux de droite, ils ont tous la même perpendiculaire, donc la normale, c'est la même pour tout le monde. Donc la normale, je peux la sortir de l'intégrale. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Et après, il faut que je calcule cette intégrale-là, et puis il faut que je la calcule sur la longueur d'un segment qui est ici. Alors pour paramétriser ce segment, je vais écrire que la position R, c'est x fois L, où x varie entre 0 et 1, donc je me déplace sur ce segment. Ici, x est égal à 0, ici, x est égal à 1. Et puis la déformation, le déplacement, il va varier de façon linéaire. Donc si j'appelle alpha ce vertex et bêta ce vertex, h de x, c'est h alpha plus x h bêta moins as alpha. Je vais m'arrêter là, vous ferez la suite, il suffit de reporter ça dans l'intégrale. dl, c'est x, dx fois L, et puis vous faites la somme, et ce que vous allez trouver, c'est que la déformation UIJ, c'est une somme sur toutes les arêtes qui sont dans le bord K. Alors j'ai toujours le 1 sur 1, je vais le mettre devant comme ça. 1 sur A, une somme sur toutes les arêtes qui sont dans le bord K. Il va y avoir L, il va y avoir H, K composante I, N, K composante J, où ce HK composante I, c'est le déplacement du milieu du segment. Ça veut dire que HK composante I, c'est 1/2 de H alpha I plus H bêta I. Donc si je connais le déplacement des deux bouts, comme c'est une droite, je connais le déplacement du milieu, et en connaissant le déplacement du milieu, j'ai la version discrétisée de la formule qui est en haut. Ça veut dire que si j'ai une image du tissu comme celle que je vous ai montrée la dernière fois, je peux isoler un patch de cellules et je peux calculer la déformation. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand je fais ça, je n'ai pas besoin de discuter du tout ce qui se passe à l'intérieur. Je définis la déformation uniquement à partir du bord. Et alors, s'il ne se passe rien à l'intérieur, c'est-à-dire s'il n'y a pas aucune des transformations topologiques que je discutais tout à l'heure, je pourrais utiliser cette formule-là aussi. Hein. Mais s'il y a des divisions à l'intérieur ou s'il y a des transformations du type T1 ou des morts cellulaires, il y a des cellules qui n'ont pas de déformation parce qu'elles n'existent pas avant la division.
et elles existent après, donc je ne peux pas définir leur déformation. Les cellules qui sont extrudées, elles existent avant l'extrusion, mais elles n'existent pas après. Et puis, je change complètement les cellules dont j'inverse les voisins par des processus T1. Donc, il se passe des choses compliquées à l'intérieur. Mais ici, j'ai ramené le calcul de la déformation uniquement à ce qui se passe sur le bord de mon agrégat de cellules. J'insiste, ce qui est important, c'est que cette région soit petite, de façon à ce que les propriétés ne varient pas vite dessus, mais il faut qu'il y ait beaucoup de cellules à l'intérieur. Ça, c'est l'approximation qu'on fait toujours quand on passe à une limite continue. Donc voilà comment je discrétise ce résultat-là. Je vais faire la même chose ici. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais écrire que UIJ, c'est 1 sur A. Donc j'ai toujours... Alors là, il faut que je note tous les triangles qu'il y a à l'intérieur. Donc les triangles, je leur mettais un indice N, somme sur N. ds pour un triangle, c'est l'aire du triangle, donc je vais mettre AN. Et puis djhi, c'est exactement ce que j'avais appelé le tenseur de déformation du triangle. Donc ça, c'est UIJ pour le triangle N. Et ça, c'est la valeur moyenne de petit UIJN pondérée par l'aire du triangle N. Donc dans la suite, je vais mettre des valeurs moyennes, mais ma valeur moyenne, elle est bien définie. Pour chaque triangle, je pondère la quantité que je moyenne par l'aire du triangle qui est ici. Et ces deux résultats, ici et ici, sont complètement équivalents. Ici, je somme sur le bord. Ici, je somme sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est la même chose que mon histoire avec la pression. Soit je peux utiliser la pression en volume, soit j'utilise la pression sur la surface. Donc voilà comment je définis le taux de déformation, ou la déformation, pardon, et pas le taux de déformation pour une petite région qui contient des cellules. Alors, je reviens à mes notes. Une fois que j'ai fait ça, je peux repartir de la décomposition que je faisais de UIJN et puis moyenner ici. Donc je vais écrire que grand UIJ, c'est valeur moyenne de UIJN. Et ça, je l'avais décomposé en 3 termes qui sont les mêmes que là avant de prendre la dérivée par rapport au temps. Ça veut dire qu'il va y avoir un terme qui est valeur moyenne de UKK delta IJ sur 2. Il y a un terme de cisaillement pur, donc plus U IJ tilde N plus, alors j'avais moins psi N epsilon IJ. Donc comme j'ai défini une rotation microscopique sur chacun des triangles, je peux définir la rotation macroscopique, grand psi, qui sera la valeur moyenne de psi n. Je peux définir la trace de ce tenseur-là, qui est grand UKK. Ça, c'est la valeur moyenne, il y a un n. Et puis je peux définir le cisaillement pur macroscopique, qui est simplement la partie symétrique. Alors la partie symétrique, pardon, c'est grand U tilde IJ, qui est la valeur moyenne de UIJ. Et si je sais calculer UIJ par une des deux formules que je vous ai données, je sais trouver grand psi, je sais trouver la trace, et je sais trouver le cisaillement pur. Donc je sais faire ça sur U, je sais faire la même chose sur le taux de déformation maintenant. Alors avant ça, il faut que je définisse le tenseur d'élongation de la cellule. Alors du tissu. Donc j'avais défini un tenseur pour chaque triangle que j'avais appelé petit QIJ. Je vais moyenner ce tenseur-là et ça va me donner ce que je vais appeler le tenseur de déformation du tissu. Donc je définis un grand Q.
Donc ici, je travaille à l'ordre linéaire, je peux calculer toutes ces valeurs moyennes. Je n'ai absolument aucune difficulté, et je les calcule toutes comme ça, en pondérant pour chaque triangle par l'aire du triangle. Donc là, je l'ai fait pour la déformation. Je peux faire la même chose pour le taux de déformation. Qu'est-ce qui va m'intéresser à la fin, hein? Alors le taux de déformation, je vais l'appeler VIJ. Il va y avoir un terme qui est la trace, qui est VKK delta IJ sur 2. Il va y avoir un terme de cisaillement pur, V tilde IJ. Et puis il va y avoir un terme de rotation plus oméga. Il faut que je mette moins oméga. Je l'ai peut-être écrit de travers là où je l'ai écrit. C'est où? Je ne le vois pas, mais ça, c'est juste. Il faut mettre moins oméga pour être cohérent avec mes signes de notation. C'est là. Donc ça, c'est facile. Ça, c'est la moyenne. Donc la trace, ça, c'est l'expansion uniforme. Hein. Et petit VKK, c'est pour ça que je vous ai écrit ça, c'est la dérivée par rapport à temps du logarithme de l'aire du triangle. Je vais mettre un n. Ça, c'est somme sur n. Alors, je vais revenir, je ne vais pas écrire la dérivée de logarithme, je vais écrire 1 sur a dA sur dt. Donc, j'ai le poids an, 1 sur an dAn sur dt, que multiplie 1 sur a. Et vous voyez que le 1 sur an s'en va. Donc j'ai une somme sur tous les triangles de la région de dAn sur dt que divise A. Ça, c'est l'aire moyenne. Somme de dAn sur dt, c'est l'aire totale. Donc ça fait dA sur dt. Multiplié 1 sur 1. C'est ce à quoi on s'attend, hein, le taux de dilatation isotrope, c'est le taux de variation de l'air. Alors plutôt que de l'écrire pour la région, je peux diviser par le nombre de cellules en haut et en bas, et ça c'est la dérivée de l'aire moyenne par cellule par rapport au temps. Donc c'est dA bar sur dt que multiplie 1 sur A bar, où A bar c'est l'aire moyenne d'un triangle dans la région. Voilà la partie isotrope. Celle-là, elle fait ce à quoi on s'attend. Hein. Si on ne trouvait pas ça, ça serait grave. Donc ça donne le changement d'air de la région que je regarde par rapport à l'air initial. Donc voilà pour VIJ. L'autre terme qui est simple, c'est le oméga ici. Alors il faut que je mette grand oméga si je veux le taux de rotation du tissu. Grand oméga, c'est la valeur moyenne de petit oméga. Et il n'y a pas de subtilité. Par contre, il faut être un peu plus prudent quant aux moyennes, le cisaillement pur. Alors, ce que j'ai envie d'écrire, c'est un truc comme ça. J'ai envie d'écrire que VIJ, c'est la dérivée de l'élongation du tissu, la dérivée corotationnelle par rapport au temps. Alors, le cisaillement pur, il est caractérisé par deux nombres. Il est caractérisé par l'amplitude du cisaillement. Ça, c'est grand Q. Ça, je l'obtiens en diagonalisant et en regardant les valeurs propres du tenseur grand QIJ. Il y a une valeur propre positive et il y a la valeur propre négative opposée. Ce que j'appelle grand Q, c'est la valeur propre positive. Et puis, j'ai un angle aussi. Ça, c'est l'angle dans lequel je fais l'élongation que je vais appeler grand phi. Le problème, c'est que rien ne vous garantit que ce grand Q c'est la valeur propre de ce tenseur-là, et rien ne vous garantit que ce grand phi, c'est la valeur propre de ce tenseur-là. Mes opérations ne commutent pas. Et quand je vais vouloir écrire
Donc, ce que j'aurais envie d'écrire, je vais l'écrire explicitement. J'ai envie d'écrire V tilde IJ égale et puis j'ai envie de reprendre la même formule que celle-là, moins 2 grand C fois grand oméga là je... non, j'ai écrit ce qu'il fallait là. Comment? Non, ce que j'ai envie d'écrire, c'est une dérivée corotationnelle. Pardon, là c'est petit d. J'ai envie d'écrire une dérivée corotationnelle qui serait la même que celle que je définis ici, en prenant le oméga, qui est le taux de rotation du tissu, en prenant le grand phi, qui est la direction dans laquelle se fait le cisaillement pur, et en prenant le C, qui est, alors je ne l'ai pas écrit, c'est tangente hyperbolique de Q sur 2Q. Malheureusement, les deux opérations ne commutent pas. Et donc, si j'écris ça, je ne trouve pas le bon résultat. Le résultat, c'est clairement dérivée corotationnelle. Valeur moyenne. Ça, ce n'est pas égal à ça. Donc, il faut que je rajoute une correction. Je vais rajouter un terme ici, d tilde IJ, où d tilde IJ, c'est la différence entre cette réponse-là et la bonne réponse. Je vais vous le réécrire là-bas. Je vais écrire que grand V IJ tilde où là, je vais mettre tous les termes qui sont dus à ma dérivée corotationnelle qui est ici, c'est-à-dire avec les variables grand oméga, grand phi et grand Q, plus une correction d tilde IJ. Ça, je sais le calculer. Je sais calculer grand oméga, je sais calculer grand Q. Donc, je sais calculer cette chose-là. Je sais calculer la valeur moyenne de la dérivée corotationnelle. Et si je veux grand D, je fais juste la différence entre les deux. Donc, j'écris que d tilde IJ, c'est valeur moyenne moins alors je triche un peu dans mes notations parce que ce n'est pas la même dérivée corotationnelle que je mets dans la moyenne et que je mets à l'extérieur. Celle-là, elle est définie avec grand oméga. Celle-là, elle est définie avec petit oméga. Alors ce terme-là, les auteurs de l'article Merkel et al. Dont je me suis inspiré, ils l'appellent un terme de corrélation. Donc j'ai une petite subtilité par rapport à la décomposition linéaire que j'ai faite la dernière fois, c'est qu'il faut que je rajoute ce terme de corrélation. Ce terme de corrélation, il me corrige la dérivée corotationnelle. Mais je sais l'exprimer si je connais la déformation de chacun des triangles. Alors ça va bien si les cellules à l'intérieur de la région ne font que grossir ou se déformer, mais je n'ai pas encore discuté ce qui se passait quand il y a des transformations, des transitions topologiques. Alors, je vous rappelle que j'avais introduit 3 types de transitions topologiques. La division cellulaire, l'extrusion et puis les réarrangements cellulaires que j'avais appelés les processus TR. Alors, je vais vous refaire
vais vous en faire un et puis après je vous montrerai une image. Donc je vais dessiner une cellule. Là, il y a ses voisins. Comment est-ce que j'ai construit mes triangles? J'ai introduit le centre de toutes les cellules voisines. Et puis j'ai joint les centres de toutes ces cellules voisines pour trianguler la surface. Donc j'en ai 6 là, parce que j'ai dessiné un hexagone. Et autour de chaque vertex, donc voilà la triangulation autour d'une cellule hexagonale. Ce que je veux faire maintenant, c'est imposer une division à cette cellule-là. Donc je vais reprendre ma cellule hexagonale. Et je vais la diviser en deux. Si je la divise en deux, avec la grande cellule qui est au milieu, je fais 2 cellules. Donc maintenant, j'ai plus de centres de cellules, hein. Celui-là, il a disparu et je l'ai remplacé par 2 centres qui sont là et là. Et puis je peux refaire ma triangulation. Et vous voyez que quand je divise une cellule en deux, je rajoute 2 triangles, ces deux-là. Donc j'ai 2 triangles en plus quand je divise une cellule en deux. Je vais l'écrire en dessous. Je vous laisse faire des petits dessins, je vais vous montrer un dessin projeté. Et si vous prenez une cellule qui est extrudée, on enlève 2 triangles. Donc ici, il y a 2 triangles en moins. Et puis pour les transitions T1, on échange les voisins et le nombre de triangles reste constant. OK. Alors je vais vous montrer ça ici. Maladroit. Vous voyez la division cellulaire ici, ça c'est les 2 triangles que j'ai rajoutés. Vous voyez l'extrusion ici, donc je pars de quelque chose qui a 3 triangles et je finis avec quelque chose qui a un seul triangle, donc j'en ai bien supprimé 2. Et puis si vous faites le même jeu, quand vous faites une transition T1, donc je contracte ce lien-là et je le remplace par un lien dans l'autre direction. Vous voyez que les 2 triangles qui étaient apposés comme ça vont changer et vont devenir dans cette direction-là. Donc je n'ai pas changé le nombre de triangles. Donc voilà ce que font, au moins du niveau topologique, les transitions topologiques. La division et l'extrusion, ça change le nombre de triangles. Par contre, le processus T1 ne change pas le nombre de triangles. Alors je vais insister un peu sur le processus T1, parce que c'est quelque chose dont j'aurai besoin tout à l'heure. Comment se fait un processus T1? Donc voilà, il faut 4 cellules. Donc voilà mes 4 cellules. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les 2 triangles qui sont indiqués ici. Et après, ce que je vais faire, c'est que, donc ça, c'est la direction Y, ça, c'est la direction X, et je vais créer une élongation dans la direction transverse. Donc je tire dans la direction transverse. Je vous rappelle que mon cisaillement pur, il se fait à R constante. Donc si je tire dans la direction X, qui est celle-là, je contracte dans la direction opposée. Donc je contracte dans la direction opposée. Ça veut dire que ce lien-là va devenir de plus en plus petit. Puis on arrive à un moment où ce lien-là devient à peu près égal à 0. Comme je tire dans la direction transverse, il devient instable. Et spontanément, à cet endroit-là, se produit un processus T1. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'injecter de l'énergie. Quand ce lien est trop court, c'est la direction perpendiculaire qui est stable. Et donc je fais une transition T1 pour passer de cette configuration-là à cette configuration-là. Puis après, je continue mon étirement et j'étire ces 2 triangles-là.
Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand je fais cette transition T1, je change l'étirement moyen des triangles à la transition. Alors, ça se voit très bien ici. Ces deux-là, ils sont très allongés suivant x. Ces deux-là, ils sont beaucoup moins allongés suivant x. Donc, ça veut dire que mon paramètre grand Q, qui est l'élongation des cellules, il diminue quand j'arrive à la transition. Donc, la transition T1, ça fait un delta Q XX inférieur ou égal à 0. Donc voilà qualitativement comment je décrirais la transition T1. Il faudrait décrire plus en détail après la valeur de ce delta Q et la façon dont je le fais. Et il s'avère que ça dépend du chemin suivi pour faire la transition T1. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Mais quoi qu'il arrive, si la transition T1 arrive de façon spontanée, quand le lien qui est vertical ici devient négatif, la transition T1 se fait spontanément et le changement de l'élongation est toujours négatif parce que je diminue l'élongation entre ces triangles qui sont très étirés et ces deux triangles-là qui sont beaucoup moins étirés. Donc je ne vous fais pas une démonstration, je vous montre un petit dessin, mais après vous pouvez faire de la géométrie, le dessin est très clair et vous arriverez forcément à ce résultat. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc voilà mes processus topologiques. Il y a une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que si vous regardez ces trois figures-là, les trois processus topologiques, que ce soit la division, que ce soit l'extrusion ou que ce soit la transition T1, ils n'induisent pas de rotation. Donc il n'y a pas de rotation induite par les processus topologiques. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est regarder ce qui se passe au niveau de la déformation du tissu quand je passe à travers une de ces trois transitions-là, une division cellulaire, un processus T1 ou une extrusion. Donc, je vais partir de UD UIJ sur DT. Ça, c'est la valeur moyenne du taux de cisaillement. J'ai dit qu'il n'y avait pas de rotation qui était induite quand je passe à travers un processus T1, donc je n'ai pas à m'inquiéter de la dérivée corotationnelle. La seule chose qu'il y a, c'est une dérivée par rapport au temps et puis un transport par la vitesse qui existe. Alors, c'est égal à D QIJ sur DT. Ça, c'est le terme de cisaillement pur. Après, il y a delta IJ sur 2 D sur dt de log de A. Il n'y a pas de rotation et on peut montrer qu'on arrive à faire les processus sans qu'il y ait de terme de corrélation. Donc le terme grand DIJ que j'ai ramené ici, on peut s'arranger à ce qu'il soit nul lors des trois processus topologiques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer cette équation-là entre juste avant la transition et juste après la transition. Donc entre un temps epsilon avant la transition et un temps epsilon après la transition. Donc je vais intégrer du sur dt entre avant et après. Ça va me donner delta de u. Et comme je moyenne, c'est delta de u pour le tissu. Donc j'ai un delta uij. Ça, c'est le changement de la déformation du tissu induite par une transition topologique. Alors j'ai des valeurs moyennes là. Ça, c'est delta de Q tilde à IJ plus delta IJ sur 2 delta. Et puis ici, il faut que je rajoute l'effet des transitions topologiques.
C'est un peu pour ça que je vous ai montré l'effet de la transition T1. Je vous ai dit la transition T1, elle change l'élongation des cellules. Donc il va y avoir une contribution dans la transition T1 à ce delta culti Lj qui est là. Donc je vais rajouter un terme delta X, où ça c'est l'effet de la transition topologique. Alors pour aller plus loin, il faut que je distingue les trois types de transitions topologiques. Je vais vous faire un truc très simple. Je vais regarder la composante diagonale, donc delta U kk, et je vais supposer qu'il n'y a qu'une division cellulaire. Donc je suppose qu'il y a une division cellulaire. Et ce que je regarde, c'est la trace de la déformation. Alors ça fait delta UKK, ça c'est la trace. Celui-là, il ne contribue pas parce qu'il est de trace nulle. Ça fait delta de log de A moyen. Plus un certain delta X. Où delta X, c'est le changement de la trace induit par la division cellulaire. Donc, si vous regardez mon dessin qui est là, la division cellulaire, elle va affecter ce qui se passe localement autour de la cellule que je divise, mais si je regarde beaucoup plus loin, il ne se passe rien. Donc s'il ne se passe rien quand je regarde beaucoup plus loin, je ne peux pas calculer la déformation en moyennant localement sur les déformations, parce qu'il y a des cellules, en particulier celle-là, pour lesquelles la déformation n'est pas définie. Donc c'est là que j'ai besoin de ma formule où je somme sur le bord. Mais si le bord ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation au bord induite par la division cellulaire. S'il n'y a pas de déformation au bord induite par la division cellulaire, ça veut dire que delta UKK c'est égal à 0. Donc l'idée c'est que la déformation elle est locale, elle n'affecte que la cellule qui est là et peut-être les deux cellules autour vont un peu changer, mais elle ne va pas affecter le bord de la région. Si elle n'affecte pas le bord de la région, il n'y a pas de changement de la déformation, et ce terme delta UKK est égal à 0. Ça veut dire que delta X, c'est moins delta de log de A. Donc, je vous rappelle, A, c'est l'aire de la région divisé par le nombre de triangles. Oui, Pierre. Ça, c'est pour une division sans croissance. Ça, c'est pour une division. Oui, parce que le terme de croissance, il faudra que je le rajoute pour toutes les cellules. Ce que je regarde, là, c'est l'effet de la transition. Et si je le fais juste au moment où la transition se fait, ça n'a pas le temps de croître. En gros, et c'est ce que je vais faire dans une minute, je dis le processus topologique, c'est une fonction delta, et toutes les fonctions comme la croissance qui sont un peu continues, si j'intègre entre juste avant et juste après, ils ne contribuent pas. Mais après, je sais calculer ça, puisque je pars de n cellules et je finis avec n plus 2 cellules. Donc delta de log de A, donc A initial, c'est grand A sur n, A final, c'est grand A sur n plus 2. Ça veut dire que delta X égale moins delta de log de A, donc ça fait moins log n plus 2 sur n égale moins log de 1 plus 2 sur n. Alors, je vais changer ma notation pour ne pas m'en mêler après. Ce que je compte là, c'est les triangles. Pour l'instant, j'ai parlé que des aires de triangles. Donc je vais mettre un indice t à n.
Donc voilà delta x pour une division. Vous m'accorderez que pour une extrusion ou une apoptose, je ne rajoute pas de triangle, je supprime de triangle. Donc pour le même prix, j'ai celui de l'apoptose. J'ai delta x extrusion égale moins log de 1 moins 2 sur nt cette fois. Je vous rappelle que n est grand, donc log de 1 moins 2 sur nt, c'est moins 2 sur nt, et log de 1 plus 2 sur nt, c'est 2 sur nt. Je prends des régions qui sont suffisamment grandes, et c'est parce que la région est suffisamment grande qu'au bord, il n'y a pas de déformation. Donc je peux revenir à ça ici. Maintenant, ce que je vais calculer, c'est c'est VKK, c'est-à-dire c'est le taux de déformation en fonction du temps. Alors mon VKK, il est égal à D ça, c'est le cisaillement pur. Je vous rappelle que j'ai les deux termes parce que ma dérivée, j'ai besoin de la corriger. J'ai la trace. Donc c'est D sur dt de log de A bar. Et puis il faut que je mette l'effet de la transition. Ce que je viens de vous dire, c'est que la transition, elle est instantanée, et la transition, elle me fait un saut de VKK de delta x. Ça veut dire que c'est une fonction delta. Donc ici, j'ai delta de t facteur de moins log de 1 plus 2 sur nt. C'est t moins t extrusion. Moins log de 1 moins 2 sur nt. Alors j'ai bidouillé les signes. J'ai moins log de l'air final. Il y a un plus là parce que l'air final c'est ça et l'air initial c'est ça. Donc ces signes-là c'est plus. Donc voilà ce que j'obtiens en supposant, et la remarque de Pierre est importante à ce niveau-là, que la division est instantanée et que j'intègre entre le moment juste avant le moment où la cellule se divise en deux, c'est-à-dire juste avant la cytocinèse, et le moment juste après la cytocinèse où la cellule se divise en deux. Donc voilà ce qui se passe s'il n'y a qu'une division et une apoptose. Maintenant, si j'ai plusieurs divisions et plusieurs apoptoses, je vais écrire que VKK c'est à qui? C'est dangereux de faire des cours. Alors, ces termes-là, ils existent toujours, parce que ça, c'est le cisaillement pur sur les cellules. Ça, c'est la croissance de l'air des cellules. Donc, ces termes-là, ils existent toujours. Donc, j'ai dQIJ. Alors, d sur dt. Et puis maintenant, je vais supposer que j'ai plusieurs divisions et plusieurs apoptoses. Donc je vais sommer sur tous les temps de division et sur tous les temps d'apoptose. Donc plus somme sur toutes les divisions delta de t moins td
facteur de log de 1 plus 2 sur nt plus delta de t moins t extrusion log de 1 moins 2 sur nt, et je somme sur toutes les apoptoses et je somme sur toutes les divisions cellulaires. Oui. C'est PKK, c'est la trace ou c'est PIJ? Pour l'instant, c'est la trace. J'ai dit que je ne considérais que la trace. Et c'est QIJ mais néanmoins. Alors c'est QKK, il fait 0. D'accord, je vous l'accorde. Donc ça fait 0. Maintenant, là, j'ai supposé les divisions sont instantanées. Ce que je vais faire, c'est que je vais moyenner sur un temps t où il y a plusieurs divisions. Donc je prends un temps petit, mais où il y a quand même plusieurs divisions. Donc je fais un moyennage donc je le prends suffisamment long pour qu'il y ait plusieurs divisions. Je le prends suffisamment court pour que les propriétés, comme la croissance qui est cachée ici, n'évoluent pas pendant le temps t. Donc le premier terme, il ne va pas changer. Donc ça veut dire que VKK, c'est égal à d sur dt de log de A. Puis celui-là, ça va faire plus. Quand je moyenne, toutes les fonctions delta vont donner 1. Donc je vais avoir 1 sur t fois le nombre de divisions. Puis je vais remplacer ça par 2 sur nt moins 2 sur nt, le nombre d'extrusions. Et c'est tout. Donc voilà ce qui se passe si je moyenne cette formule-là sur un temps qui est suffisamment long devant le temps de division pour que j'ai le temps entre les divisions pour avoir plusieurs divisions, mais suffisamment court par rapport au temps de croissance. Maintenant, j'ai nt sur 2 ici, j'ai nt sur 2 là. Alors, je vais faire un petit détour, 1 minute. Je vais revenir à ce que je vous disais au tout début du cours, c'est les contraintes topologiques sur le modèle de vertex. Ça, c'est la loi que j'avais appelée la loi d'Euler. Je vous rappelle que c'était le nombre de polygones plus le nombre de vertex moins le nombre d'arêtes est égal à 1. De la façon dont j'ai construit les triangles, V, c'est exactement égal au nombre de triangles, parce qu'il y a un vertex par triangle. Il suffit de regarder le dessin qu'il y a au-dessus. Donc ça, c'est n triangles. F, c'est le nombre de polygones. Chaque polygone, c'est une cellule. Donc ça, c'est le nombre de cellules. Puis il me reste E. Mais vous vous rappelez que j'ai une relation entre E et V. Si je compte toutes les arêtes, je sais que 3E est égal à 2V. Ça veut dire que E, c'est 3 demi du nombre de triangles. Donc moins 3 demi de nt est égal à 1. Et ça veut dire que le nombre de cellules, nc, est égal à nt sur 2. Donc j'ai 2 fois plus de triangles que ce que j'ai de cellules en faisant ma construction. Ça, c'est dû au fait que j'ai imposé qu'à chaque vertex, il y avait 3 branches. Alors, si vous regardez l'article de Merkel, il discute les corrections à ça, s'il peut y avoir plus de branches. Le cas général, c'est qu'il n'y a que 3 branches, donc je n'ai pas à m'embêter avec ça. Donc ici, nt sur 2, c'est le nombre de cellules. Nt sur 2, c'est le nombre de cellules. Donc ça, c'est d sur dt de log de A plus nd sur tnt, sur t n cellules. Donc le t là,
moins n extrusion. Ça, c'est le nombre de divisions par unité de temps divisé par le nombre de cellules. Donc, c'est la probabilité qu'une cellule se divise par unité de temps. La probabilité qu'une cellule se divise par unité de temps, c'est le taux de division. Donc, cette quantité-là, c'est le taux de division, Kd. Et cette quantité-là, c'est le taux d'apoptose, Ka. Alors, je vais changer une autre chose rapidement. Ici, j'ai le logarithme de l'aire moyenne d'un triangle. Et l'aire moyenne d'un triangle, si j'ai 2 fois plus de triangles de cellules, c'est la moitié de l'aire moyenne d'une cellule. Et quand je prends la dérivée, que je mette l'aire moyenne d'un triangle ici ou l'aire moyenne d'une cellule, c'est pareil, parce que le 2, quand je vais dériver, va s'en aller. Donc ici, je peux mettre l'aire des cellules. Donc, je vais réécrire ma relation, VKK égale d sur dt de log de A cellules, mais la densité de cellules, c'est 1 sur A. Donc ça, c'est moins d sur dt de log de ρ. ρc, c'est le nombre de cellules par unité de surface. Comme les cellules se touchent les unes avec les autres, la densité, c'est 1 sur l'aire moyenne d'une cellule. Donc j'écris que ρc AC égale 1 plus KD moins KA. Ça, c'est une relation que je vous ai déjà montrée par des méthodes complètement différentes, au tout début du cours, quand je vous ai parlé de dynamique des populations. Donc je vais écrire VKK. VKK, c'est la trace du taux de déformation. La trace du taux de déformation, c'est la divergence de la vitesse. Donc ça, c'est divergence de V égale moins 1 sur ρ dρ sur dt plus V scalaire gradient appliqué à ρ, où je laisse tomber l'indice C parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est les cellules, donc je pose ρ égale ρc. Plus KD moins K. Alors, il y a un moins là. Alors, je vais passer ces deux termes de l'autre côté et je multiplie par ρ. Ça fait ρ fois KD moins KA égale, alors il y a dρ sur dt plus ρ divergence de V plus V scalaire gradient appliqué à ρ. Ça, je vous laisse vérifier, c'est la divergence de ρV. Et ça, c'est bien l'équation que j'attends. Ça, c'est l'équation de conservation des cellules. Si les cellules n'apparaissent pas et ne disparaissent pas, j'ai divergence du flux plus dρ sur dt égale 0. J'ai une probabilité par cellule et par unité de temps qu'une cellule se divise. Ça me rajoute une cellule à chaque fois. Donc ça me rajoute les cellules. Et celui-là, ça me supprime les cellules par extrusion ou par apoptose. Donc c'est la même équation que ce que je vous avais montré au début. J'avais un peu plus parce que j'avais regardé le bruit. Je n'ai pas regardé le bruit dans cette histoire-là. Quand j'ai moyenné ici, j'ai moyenné bêtement. Je suis persuadé que si j'essayais d'écrire le bruit correctement, je ne l'ai pas fait, j'arriverai au bruit qu'il faut avec le bon bruit multiplicatif que je vous avais donné au début. Mais en tout cas, j'ai la bonne équation de conservation des cellules en valeur moyenne. Bon, vous allez me dire, j'aurais pu l'écrire tout de suite, et bien sûr, j'aurais pu l'écrire tout de suite. Ceci dit, on voit bien d'où viennent tous les termes, et je suis parti de la division microscopique, et mon jeu là, c'est justement de faire cette espèce de coarse graining où je pars de ce qui se passe à l'échelle microscopique et d'aller jusqu'à l'échelle macroscopique. J'ai uniquement regardé la trace là.
ça veut dire que les autres tenseurs, ils peuvent avoir une contribution à la division cellulaire. Donc si je veux avoir toutes les contributions à la division cellulaire, il faudrait que je regarde l'effet de la division cellulaire sur le cisaillement pur. Bon, je ne vais pas le faire. Ce que je veux faire, c'est regarder ce qui se passe pour un processus T1 maintenant. Alors pour un processus T1, je n'ai pas besoin de regarder la trace parce que les processus T1 ne changent pas l'air. Donc cette fois-là, je regarde la composante sans trace. Il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de dérivée corotationnelle. Donc je vais avoir quelque chose comme delta UIJ tilde cette fois. Donc cette fois, j'ai mon dQ, CQ, pardon. Il faut que j'écrive à travers le processus T1, il faut que j'écrive le changement. Donc j'ai un delta Q qui est dû à la dérivée de Q par rapport au temps. Donc j'ai un delta QIJ. Puis j'ai l'effet du processus T1. Alors cette fois, c'est un tenseur. Donc j'écris la même chose que tout à l'heure autour du processus T1. Ce qui change, et c'est encore sur mon dessin là, c'est le delta Q moyen des cellules. Et le delta Q pour ce processus T1 là, il est négatif. Maintenant, c'est la même chose ici. Quand je fais un processus T1, je ne change pas ce qui se passe au bord. Donc je sais que delta UIJ est égal à 0. Donc delta UIJ tilde est égal à 0. Pardon, delta UIJ. Donc ça, c'est 0. Si je sais calculer sur mon petit dessin le changement de l'élongation des cellules à travers le processus T1, je vais retrouver ce delta X qui est là. Donc je sais que delta Q, delta U, alors je vais mettre 0 plutôt, je vais écrire que delta XIJ est égal à moins delta QIJ tilde. Donc le processus T1, il n'induit qu'un changement de l'élongation des cellules. Et l'effet du processus T1, ça me fait un changement de la déformation de cisaillement pur qui est exactement égal à moins delta de QIJ, parce qu'il ne faut pas que la déformation pure change, parce que mon argument que je ne touche pas au bord de la région que je regarde n'est pas modifié. Donc si j'ai un seul processus T1, je vais mettre seulement des processus T1. Alors cette fois, je regarde uniquement la composante sans trace, donc je regarde le cisaillement pur. J'ai V tilde IJ. J'ai un terme qui est le changement d'élongation des cellules. Là, c'est D. Puis ce qui va avec, c'est ma correction qui est due aux corrélations. Puis j'ai l'effet de tous les processus T1 plus somme sur tous les cas delta de T moins TK. Delta XIJ, je vais le noter T comme T1 IJ. Donc j'ai T où TIJK, c'est le changement delta XIJ quand je passe à travers le processus T1. C'est la même structure de formule que ce que j'avais pour la division cellulaire. Cette fois, donc TIJ. C'est moins delta que TIJ. Si je veux caractériser tous les processus T1, il faut que microscopiquement, j'aille calculer pour chaque processus T1 ce delta de QIJ. Alors ça paraît une tâche simple,
Ce qu'explique l'article de Merkel, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Il ne suffit pas que je me donne l'état initial et l'état final, il faut que je me donne un chemin sur la façon dont se fait le processus T1 pour calculer cette quantité proprement. Je vais juste vous faire une remarque pour discuter l'expérience de tout à l'heure. C'est que si je regarde ce processus-là, donc j'allonge les cellules dans la direction X. Je vous ai dit que le delta Q était négatif parce que quand je passe de là à là, elles sont moins allongées. Ça veut dire que le terme TXX, il est positif dans ce cas-là. Donc si j'étire les cellules dans cette direction-là, la contribution du processus T1, ça va augmenter VXX dans la même direction dans laquelle je tire. Ça, c'est le mécanisme que les gens comme Thomas Lecuy appellent le mécanisme de conversion-extension. On allonge le tissu en induisant des processus T1. Et les processus T1, on les induit en tirant sur les cellules comme ça et en raccourcissant le joint entre les deux cellules qui est là. Vous m'accorderez que je vous ai discuté ce qui se passait pour la division, je vous ai discuté ce qui se passait pour l'extrusion, je vous ai discuté ce qui se passait pour les processus T1. Donc après, je peux regrouper tout ça. Donc je vais écrire VIJ égale. Alors j'ai toujours ces termes. Ceux-là, ils n'ont pas de composante diagonale parce que ça vient quand même de la moyenne du D de petit QIJ sur DT. Et donc, il n'y avait pas de composante diagonale. Je ne vais pas en générer une en moyenne. Après, j'ai le terme isotrope plus delta IJ sur 2 Puis après, j'ai toutes les composantes de tous les processus topologiques. Donc, j'ai un terme CIJ, qui est la contribution des divisions cellulaires. Celui-là, il a une composante diagonale que je vous ai calculée, qui conduit au KD moins KA là, dans mon équation. Mais il a aussi une composante de cisaillement pur qu'il faudrait estimer. Il y a un terme d'extrusion. Plus un terme TIJ. Le TIJ, ça va être la moyenne de celui qui est là. Je vous le mettrai avec une barre, si vous voulez. Où je suis obligé de faire la moyenne temporelle, comme j'ai fait la moyenne temporelle pour la division et pour l'extrusion. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai écrit 2 fois le terme de... Je n'ai pas besoin d'écrire celui-là. Si je dis que la division, c'est cet effet-là. Le point qui est important pour moi, c'est qu'en faisant ça, j'ai réussi à vous décomposer le taux de cisaillement en une forme d'un terme qui est dû à l'élongation des cellules. Et ça, c'est la variation, certes une dérivée un peu compliquée, mais c'est la variation de l'élongation des cellules en fonction du temps. En ce terme de corrélation, qui n'est pas très très facile à interpréter physiquement, mais qui me donne la correction à ça, dû au fait que je n'ai pas pris la bonne dérivée corotationnelle. Un terme dû à la division cellulaire, je vous ai calculé la composante diagonale, mais qui a aussi une composante de cisaillement. Pareil pour l'extrusion. Et puis celui-là, je peux même lui mettre un tilde là, parce qu'il n'a pas de composante diagonale. Et de façon microscopique, je sais calculer ça, je sais calculer ça, je sais calculer ça, je sais calculer ça, et je sais calculer ça. Il suffit que pour chaque événement, je calcule le delta Q associé par l'événement. Si je sais calculer le delta Q ici, je sais calculer ce terme-là. Et en sachant calculer ce terme-là, je saurai calculer la moyenne. Et j'arriverai à décomposer en un terme qui est dû à l'élongation. Ça, c'est la division. Ça, c'est l'extrusion. Et ça, c'est les processus T1. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment est-ce que les gens utilisent ça pour interpréter des expériences. La première chose que je veux dire, c'est que vous avez déjà vu ça dans le séminaire de Johannes Belaïch,
Yoas Belaïch a montré au moins 2 slides où il faisait exactement la même décomposition, où il décomposait le taux de cisaillement en un taux d'élongation. Il n'a pas ce terme-là. Un taux qui est dû à la division cellulaire, un taux qui est dû à l'extrusion, et un taux qui est dû à ce qu'il appelle les réarrangements cellulaires. Mais les réarrangements cellulaires, et il le sait très bien, c'est exactement les processus T1. Oui. Le détilda IJ, tu peux nous rappeler ce que tu n'as pas mis le mot à côté? Lequel? Le détilda IJ. Alors le détilda IJ, c'est ce que j'appelle le terme de corrélation. Ça, c'est dû au fait que je n'ai pas pris la bonne dérivée rotationnelle. La bonne dérivée corrotationnelle, j'ai imposé que j'utilisais la même formule que celle-là, mais tu vois bien que quand je moyenne, c'est absolument pas linéaire, cette histoire-là. Et donc la valeur moyenne de la moyenne, ce n'est pas la moyenne de la valeur. Enfin, oui, c'est ça. La valeur moyenne de cette fonction non linéaire, ce n'est pas la fonction de la valeur moyenne. Et donc la différence, c'est ce d tilde IJ. Alors, ce que je vais vous montrer, donc c'est les résultats expérimentaux. Je vais finir mon cours exactement comme je l'ai commencé, par Susan Eaton. Donc je regarde maintenant des expériences qui ont été faites sur la drosophile, toujours sur l'aile de la drosophile, parce que Susan Eaton faisait beaucoup d'expériences sur l'aile de la drosophile. Et je regarde l'aile cette fois dans la phase pupe. La pupe, c'est juste avant la métamorphose. Donc c'est après la larve et avant la métamorphose. Alors, je vais vous montrer les résultats expérimentaux. Donc vous avez ici, ça c'est l'aile de la drosophile qu'on regarde. Ça c'est la partie non diagonale. Donc j'ai enlevé la trace de ça. Et ce que vous avez ici, c'est le cisaillement pur. Donc voilà, VIJ. Ça c'est l'élongation, dQ tilde IJ sur dt. Et ça c'est le TIJ, c'est la contribution des processus T1. Maintenant, comment est-ce qu'on représente les vecteurs sur un schéma comme ça? C'est tous des vecteurs qui ont une trace nulle en 2 dimensions. Un vecteur qui a une trace nulle en 2 dimensions, il a 2 valeurs propres, une valeur propre positive et une valeur propre négative. Donc on trace un trait, et ce que vous donne ce trait, c'est l'orientation du vecteur propre qui correspond à la valeur propre positive. Si vous regardez ici, ça veut dire que les cellules s'allongent dans cette direction-là. Et puis, la valeur propre, on fait un trait qui est proportionnel à la longueur de la valeur propre. On n'a besoin que de 2 paramètres. L'orientation du trait, c'est ce que j'appelais grand phi, hein, et puis la valeur propre, qui est ce que j'ai appelé grand Q. Et je vous ai montré pour le système microscopique que ça suffisait pour reconstruire le tenseur. Évidemment, je pourrais refaire le même calcul, il suffirait de remplacer les grands phi par des petits phi, et je ferai le même calcul que là. Donc voilà V, voilà dQ sur dt, et voilà les contributions T1. Alors pareil, hein, j'ai un tenseur TIJ, donc il y a des contributions, il y a une valeur propre positive du tenseur TIJ parce qu'il est non diagonal, et ce que je représente ici, c'est la valeur propre TIJ du tenseur qui est non diagonal, et la valeur propre positive est dans cette direction-là. Donc ça veut dire que l'élongation des cellules, elle tire les cellules comme ça, et les processus T1, ils tirent les cellules dans l'autre sens. Donc ils vont dans des directions opposées, et il y a une compensation clairement entre ces 2 effets-là qui fait que ce tenseur-là est plus petit. Donc ils font ça sur l'aile de la drosophile, et ils le font en fonction du temps. Donc voilà, donc VIJ, ça part en éventail comme ça, et puis ça devient de plus en plus plat. Et vous voyez ici qu'au bout de 26 heures, alors il y a le temps est mesuré en ce qui s'appelle APF. APF, c'est de l'anglais, ça veut dire After Pupa Formation. Donc c'est le temps initial, c'est le temps où on forme la pupe. Ça, c'est t égale 0. Et il mesure toutes ces quantités-là une fois que la pupe existe. Alors en fait, il commence à 14 heures après la formation de la pupe ou quelque chose comme ça. Et il regarde l'évolution en fonction du temps de toutes ces quantités-là. Alors je peux vous montrer des films si vous voulez. Non, je ne peux
peux vous montrer des films parce qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là. Donc voilà le tenseur VIJ. Vous voyez, VIJ qui évolue en fonction du temps. Ici, vous avez l'élongation des cellules. Alors VIJ, c'est un peu difficile à voir, mais l'élongation des cellules, si vous regardez aux instants initiaux, c'est-à-dire 17 heures après la formation de la pupe, les cellules croient le long de cet axe-là, qui est l'axe distal proximal de l'aile. Vous voyez que la valeur propre du vecteur dQIJ sur dt est parallèle, donc ça veut dire que l'élongation augmente dans cette direction-là, qui est l'axe de l'aile. Si vous vous placez à 22 heures, j'allais dire c'est un peu le chouk, c'est un peu orienté dans toutes les directions, et si vous allez plus loin, c'est dans la direction perpendiculaire. Donc ça, on le voit très bien. Et les processus T1, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des processus T1 qui sont négatifs suivant X, puisqu'ils sont positifs suivant Y, qui sont négatifs suivant X, la somme des deux valeurs propres est négative. Donc là, les processus T1, ils ont tendance à contracter le tissu. Là, les processus T1 sont faibles, et là, les processus T1, ils ont tendance à dilater le tissu. Alors, je vais revenir. Je vais vous montrer les processus T1, par exemple. Avec les processus T1, ici, ils sont tous comme ça, et puis ils commencent à tourner. Et à la fin de la phase, ils sont très grands, et ils sont très grands dans la direction perpendiculaire. Dans cette phase-là, le processus T1, il a tendance à allonger le tissu. Alors, ils ont essayé de faire des analyses quantitatives. Les analyses quantitatives, elles sont là. Ce que je montre ici, c'est une moyenne sur toute la longueur de l'aile. Donc, ils mesurent le long de l'axe X, donc ils projettent les tenseurs suivant X. Ce qu'ils tracent, c'est les tenseurs TXX. Ils ne s'inquiètent pas du fait que ce n'est pas exactement la valeur propre, mais vous avez vu que soit c'est parallèle, soit c'est perpendiculaire en gros. Donc si TXX ou QXX est positif, ça veut dire que ça s'allonge. Si c'est négatif, ça veut dire que ça se contracte. C'est ce que vous voyez ici. J'allonge le long de l'axe de l'aile et je contracte dans la direction perpendiculaire. Là, c'est l'inverse. Et puis les processus T1, ils sont très négatifs ici. Donc ils ont tendance à contracter. Ils sont très positifs ici. Ils ont tendance à dilater. Vous voyez qu'il y a deux phases dans le développement. Pendant la première phase, entre 16 et 24 heures ou 22 heures, il y a une dilatation, une élongation des cellules, et puis une compensation de l'élongation par les processus T1. Et puis dans la phase d'après, c'est l'inverse. Donc l'effet de cette phase-là, c'est d'amenuiser l'effet de la phase qu'il y avait avant. Ce qui est tracé ici, c'est le cisaillement cumulatif, c'est-à-dire on intègre toutes ces courbes entre 0 et t. Donc on part de 0 ici. Au départ, l'élongation est positive, donc l'élongation cumulée devient positive, et puis quand on atteint 22 heures ici, ça devient négatif et ça redécroît. Ça a un inconvénient, ça, c'est que c'est moyenné sur la position. Alors ils ont fait des choses un tout petit peu plus précises. Ils ont divisé l'aile en 4 régions, et puis ils ont regardé comment chacune des régions évoluait. Je peux vous montrer les 4 régions si vous voulez. Je ne vais pas tellement commenter les 4 régions, mais vous montrer que ça, c'est la région qui est ici. Ça, c'est la région qui est au bout de l'aile. Vous voyez que les effets d'élongation sont bien plus forts au début sur la région qui est au bout de l'aile que sur la région qui est près du corps de l'animal. Donc voilà l'analyse qu'ils font pour décomposer ces choses-là. Alors ils ne mesurent pas que la partie cisaillement, ils mesurent la partie diagonale ici. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer sur le cisaillement qui va répondre à la question de Thomas. J'ai parlé que de la variation de l'élongation et des processus T1. En gros, tous les autres, ils sont à peu près voisins de 0. La division cellulaire, la mort cellulaire, pardon, elle n'introduit aucun effet de cisaillement. La division, elle introduit très peu. Le seul qui n'est pas complètement négligeable, c'est ce terme de corrélation qui est là. Et si on regarde la quantité cumulée, donc ça, c'est le cisaillement total entre 0 et puis l'instant que je regarde. À la fin, il est là. Ça, c'est l'effet des processus T1. Ça, c'est le U, delta U entre l'instant initial et l'instant T. Et vous voyez que ça, c'est plus grand que ce qui est ici. Et la différence, elle vient de ce terme de corrélation. Donc ce terme de corrélation, il est petit localement, mais il ne s'annule jamais. Et à la fin, il a une contribution qui est tout à fait raisonnable et tout à fait importante. Et cette contribution est négative.
Alors autant c'est facile pour moi de discuter ce que sont les processus d'élongation et les processus T1. Ce terme de corrélation, j'avoue que j'ai un peu du mal à le sentir. Je vois très bien d'où il vient mathématiquement, mais physiquement, je n'ai absolument aucune intuition pour ce processus-là. Il y a une deuxième remarque que je voulais faire, c'est le signe des processus T1, qui m'a perturbé pendant pas mal de temps. Ici, je vous dis, on allonge les cellules et le processus T1 est négatif. Alors si vous revenez, et c'est même la raison principale pour laquelle j'ai mis cette figure-là, si vous regardez ici, vous prenez ces 4 cellules-là, vous tirez, vous allongez les cellules suivant la direction X, qui est exactement ce que je viens de vous dire qu'on faisait. Si j'allonge les cellules suivant cette direction X, le côté qui est vertical ici va diminuer. Il y a un processus T1 spontané qui apparaît à cet endroit-là. Ce processus T1, il diminue Q. Donc s'il diminue Q, ça veut dire que la contribution à T1 est positive. Et donc si j'ai une élongation, T1 est positif. Et ici, c'est l'inverse. Alors ça m'a perturbé pendant pas mal de temps. Après, j'ai trouvé une solution. J'ai même envoyé un mail à Franck Julisseur pour être sûr que c'était la bonne. Les processus T1 que je vous ai montrés sur l'image précédente, c'est un processus T1 qui est spontané. C'est-à-dire le processus T1 ne se produit que quand le côté est devenu égal à 0. Puis après, une fois qu'on a les 4 brins, c'est évident que ça va partir dans la direction opposée parce qu'on tire dans la direction opposée. Si les processus T1 dans l'aile de la drosophile étaient spontanés, c'est-à-dire passifs comme ça, ils devraient être positifs parce que j'ai une élongation. Or, ils sont négatifs. Ce que ça veut dire, c'est que les processus T1 qu'on observe sur l'aile de la drosophile, ce n'est pas des processus T1 passifs, c'est des processus T1 actifs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui consomme de l'énergie et qui crée des processus T1 dans la direction opposée à celle dans laquelle ils voudraient se produire. Dans leur article, alors dans le premier des 2 articles, il m'a dit qu'il y avait un modèle pour ça sur lequel j'étais passé sans le regarder. Mais c'est important de voir que la division, c'est évident que c'est un processus actif. Hein. S'il n'y a pas de nutriments, les cellules ne vont pas se diviser, donc on consomme de l'énergie pour la division. Ce que je prétends, à partir de ce dessin-là, c'est que les processus T1 qu'on observe dans l'aile de la drosophile, ils doivent être actifs, parce qu'autrement, ils seraient dans l'autre sens. Et donc, ils allongeraient encore plus l'aile. Et en fait, ils s'opposent à l'allongement de l'aile. Et ça ne pourrait être qu'un processus actif. Et c'est même probablement un processus actif qui est régulé, parce qu'autrement, on n'arriverait pas à réguler la forme de l'aile. Donc voilà ce que je voulais dire sur les effets de cisaillement. Si je regarde maintenant les effets isotropes, donc il y a la division cellulaire qui est ici, et ça c'est le terme VKK, ça c'est la croissance des cellules. La division cellulaire, elle a une contribution positive, hein, le dA sur dt est positif, ça paraît raisonnable. Le terme de croissance des cellules est négatif, donc ça veut dire que la taille moyenne des cellules diminue. Ça veut dire que les cellules se divisent, mais elles ne croissent pas. Chaque fois qu'elles se divisent, elles sont un peu plus petites. Et les cellules se divisent, mais à R total plus ou moins constante, parce que si vous regardez VKK, c'est à peu près égal à 0 ici. Donc il y a 2 processus contradictoires, la division cellulaire qui augmente l'aire totale de l'aile, et puis ce processus de contraction qui diminue l'aire de l'aile, et ces 2 processus se compensent à peu près exactement, de façon à ce que l'aire de l'aile, dans cette région, dans ce domaine-là de temps, hein, qui est entre 14 heures et 32 heures après la formation de la pupe, l'aile reste constante et les divisions se font en R constante. Donc en gros, chaque fois qu'on divise en 2, la taille de la cellule est divisée par 2. C'est un phénomène qui est assez rare, mais ce n'est pas le seul qui existe. Il y a d'autres étapes du développement de la drosophile où on voit ces processus-là. Il y a un processus qui s'appelle l'épibolie, qui a été très très étudié par les physiciens. Dans l'épibolie, il y a la même chose, les cellules se divisent, mais elles ne croissent pas, et donc chaque fois qu'il y a division, la cellule a une taille qui est divisée par 2. Donc voilà cette expérience sur l'aile de la drosophile. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est le travail qui a été fait par Johannes Belaïch et son équipe. Alors, il s'avère que Johannes Belaïch a aussi fait des expériences sur l'aile de la drosophile et dans la même période de temps. Sauf qu'on n'arrive pas à comparer les expériences de Johannes Belaïch à celles de Susan Newton, parce que dans les expériences que je viens de vous montrer, il moyenne sur la taille de l'aile et il regarde en fonction du temps. Il s'avère que Johannes Belaïch, il fait l'inverse. Il définit des régions très très propres. Donc voilà les régions qu'il définit.
il met des petits carrés ici de couleurs différentes. Alors ça, c'est pas joué, que je me souviens quand mes gamins étaient petits, je leur lisais un livre qui s'appelait Elmer, où l'éléphant avait à peu près cette configuration-là. Ça, c'est des cellules qui sont marquées simplement pour les repérer. Hein. Donc il n'y a pas de code de couleur, rien du tout, il y a des petits carrés. Et puis, ils regardent comment les petits carrés se déforment en fonction du temps. Donc ils ont une mesure, de la déformation de ces carrés-là, normalement en fonction de l'espace et en fonction du temps. Mais après, ils moyennent sur les 14 heures pendant lesquelles ils ont fait l'expérience. Donc celle-là, j'ai une information très précise sur le temps, sur l'espace, mais une information qui a été moyennée sur le temps. Et dans l'expérience précédente, c'est l'inverse. Ils ont moyenné sur toute l'aile et ils regardent comment ça évolue en fonction du temps. Donc en tout cas, pour moi, ce n'est pas possible de comparer ces choses-là. L'autre raison pour laquelle j'ai envie de vous montrer ça, donc c'est une autre région de la drosophile qui s'appelle le notum. Vous voyez une drosophile ici, donc ça c'est l'insecte adulte. Hein. Le notum, c'est cette région-là. Ça, c'est la pupe. Et le notum, c'est la région qui est dans ce petit carré ici. Je pense que l'aile est quelque part par là. Je ne suis pas très spécialiste, mais donc le début d'aile en face pupe correspond peut-être à ça, ou en tout cas quelque chose qui est proche de ça. Donc ils ont regardé les divisions, le tenseur, le taux de déformation dans cette région-là. Cette première image n'a rien à voir avec le taux de déformation, c'est les endroits où se font les divisions cellulaires. Donc chaque fois que vous avez un point jaune ou une région verte, ça veut dire qu'il y a eu des divisions cellulaires qui se sont faites. Plus c'est vert, plus ça s'est divisé de fois. Donc il y a les cellules qui se sont divisées une fois, il y a les cellules qui se sont divisées 2 fois, et il y a les cellules qui se sont divisées 3 fois. Donc ça, c'est pour compter les divisions cellulaires. Et puis après, il fait la même décomposition. Ça, c'est l'orientation des divisions cellulaires. Ce qu'il appelle G, c'est le tenseur que j'appelle V. Et la représentation est la même, ça veut dire que vous avez ce qu'indiquent ces axes-là, c'est l'orientation de l'axe propre où la valeur propre est positive. Et puis, il le décompose en un terme de division cellulaire qui est là. R, c'est les réarrangements, c'est T1. A, c'est les apoptoses. Et S, c'est pour shape, c'est la croissance. C'est-à-dire, c'est l'élongation des cellules. Donc, on arrive comme ça à diviser, à reprendre pour cette région qui s'appelle le notum, toutes les composantes du tenseur du taux de déformation. C'est un outil qui existe. Peut-être le résultat le plus important pour moi, c'est que pour un objet comme ça qui se divise et qui a des réarrangements, on arrive à définir un taux de déformation et on arrive à trouver l'origine du taux de déformation. C'est important parce que après, je peux le considérer comme un matériau. C'est-à-dire, je peux me poser la question de savoir comment est-ce que la contrainte dépend de ce taux de déformation. C'est absolument pas évident au départ qu'on peut définir un taux de déformation pour des objets qui se divisent. Il y a d'autres domaines de la physique où ce problème existe. Hein. Les gens qui étudient les milieux granulaires, ils ont un peu du mal à définir un taux de déformation. Ici, il est défini proprement. Et peut-être pour moi, la contribution la plus importante de l'article que je vous ai montré, c'est la façon de calculer le taux de déformation en intégrant uniquement sur le bord et pas du tout en regardant ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet d'intégrer les divisions. Alors vous allez me dire, et je me suis un peu torturé là-dessus, il se pourrait que les divisions se produisent au bord. Si on fait suffisamment d'images, la probabilité que la division au bord va être très petite. Et je pense que ça, on peut le négliger de façon assez... Il n'y a pas tellement de problème avec ça. Je vais m'arrêter là pour cette année. Ce que je veux faire l'année prochaine, c'est ça, c'est-à-dire essayer de reprendre le problème de l'autre côté et essayer de vous montrer une hydrodynamique des tissus, cette fois, en disant je sais que je sais définir un taux de déformation. Est-ce que je peux faire une hydrodynamique ou de la mécanique des milieux continus, hein, parce qu'un tissu pourrait être un milieu plastique, un tissu peut être un milieu viscoélastique, tout ce que vous arrivez à imaginer, à partir de cette idée-là que localement, je sais définir pour le tissu maintenant, et c'est ça que je vous ai fait aujourd'hui, un taux de cisaillement qui est parfaitement bien défini et dont je sais d'où il vient. C'est-à-dire que si je sais remonter aux propriétés microscopiques des cellules, en principe, je sais calculer, en sommant sur les bords, absolument toutes les composantes de ce tenseur-là. Il y a une chose qui n'a pas été faite encore quand même, c'est que je ne vous ai fait ça qu'à 2 dimensions. Et personne ne s'est attaqué à refaire le même travail qui est là, à 3 dimensions. Bien sûr, il y a plein de tissus pour lesquels on aurait envie de le faire à 3 dimensions. C'est significativement plus compliqué. Hein. Je vous ai un peu caché la difficulté quand je vous ai montré les articles de Guillaume Salbreux, mais la géométrie est compliquée et c'est assez difficile d'induire les transitions topologiques de façon propre dans des tissus qui sont comme ça directement à 3 dimensions. Et il ne le fait que sur un épithélium, ça veut dire qu'il ne regarde que la direction transverse. Donc je m'arrête là pour cette année, et l'année prochaine je ferai ça, et puis je ferai aussi ce que j'avais annoncé cette année et que je n'ai pas fait, c'est-à-dire je parlerai de la régulation de la croissance
qui est évidemment quelque chose d'essentiel et que je n'ai pas eu le temps de traiter cette année. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.